Ça tourne. Nous sommes à la Coursive pour la Nuit des Idées 2018 que nous avons co-construit avec la Coursive, Centre national de La Rochelle. On a été vraiment très heureux de faire ce partenariat lorsque Franck Becker, le directeur, est venu nous solliciter dans le sens où développer un projet dans une université comme celle de La Rochelle, c'est s'ouvrir vers l'extérieur et c'est faire en sorte de pouvoir amener des réflexions d'enseignants-chercheurs dans un cadre culturel. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé autour de cette thématique annuelle. Il m'a semblé important de participer à cette Nuit des Idées parce que un lieu culturel, artistique comme le nôtre est bien entendu un lieu qui déjà propose à son public d'aller à la rencontre d'un propos artistique qui bouscule les idées parfois préconçues qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet abordé par une pièce de théâtre, un spectacle de danse. Sauf qu'une œuvre d'art qui développe une thèse court aussi souvent le risque du didactisme et n'est plus toujours, à partir de là, véritablement une œuvre d'art. D'où la nécessité de trouver aussi une autre voie pour permettre au public qui fréquente nos théâtres de se nourrir de pensées diverses pour développer ce sens critique et cette émancipation, et de croiser à la fois la fréquentation d'une œuvre qui stimule leur sensibilité et en même temps de propos scientifiques, politiques qui, eux, viennent structurer peut-être d'une façon plus cartésienne même une pensée critique politique et notamment ce soir toute une approche comme ça autour d'une thématique liée au pouvoir, à la démocratie, à l'imagination, à l'art dans tout ça. Donc pour toutes ces raisons-là, il m'a semblé judicieux qu'un théâtre, une scène nationale s'associe à ce genre de démarche et s'y associe avec des partenaires sur la ville notamment, comme l'université et le Centre Intermonde, qui démontrent justement que l'art provoque le débat d'idées et le théâtre qui héberge ces formes artistiques est de plus en plus aussi le lieu naturel de ce débat d'idées. Pourquoi la Nuit des Idées à la Coursive? C'est assez cohérent que dans un théâtre qui est finalement aussi le lieu de la pensée, y compris dans une scène nationale, on soit à même d'amener aussi des idées, des conférences, des débats sur scène, sur la scène, sur les scènes de la Coursive. Je pense que c'est assez cohérent avec l'activité artistico-culturelle d'une scène nationale comme la nôtre. On y trouve de tout en termes internationaux, c'est 50 pays, je crois que c'est 130 villes, des intellectuels, des artistes, des professeurs d'université. Et puis chez nous, ce soir à la Coursive, on aura tout le monde, c'est-à-dire qu'on aura à la fois des intellectuels, enseignants-chercheurs, sociologues, spécialistes du domaine culturel, et aussi un artiste qui est Régis Junior, qui viendra présenter sa conférence vidéo, Monsieur le Président. Sa performance vidéo, par contre, j'ai dit conférence. Vous êtes une sale affaire. C'est intéressant que ce soit la première fois qu'on fasse ça à la Coursive, la première fois qu'on fasse la Nuit des Idées, des conférences, il y en a eu plusieurs, donc ça va être intéressant. Le Théâtre Verdière fait 400 places, est-ce qu'on va être complet comme un spectacle? On n'a vendu aucun billet, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est libre d'accès. Est-ce qu'on aura 25 personnes dans la salle? Je ne pense pas. Mais voilà, je pense que le public de la Coursive, le public en général, parce que le public de la Coursive ne veut pas dire grand-chose, le public de la Coursive, à mon avis, est gourmand de ce genre de conférences, pour peu que ce soit un petit peu ludique aussi, que les thématiques soient d'actualité, et là ça l'est énormément, que ce soit avec les 3 plateaux qu'on a différents. Et puis une scène de théâtre, c'est le lieu du discours politique. Prendre la parole en public, c'est un acte politique, que ce soit pour déclamer du Shakespeare, pour faire une conférence, ou pour juste faire valoir ses idées. Prendre la parole en public, c'est déjà un acte politique. Le lien avec l'université à la Coursive, il coule de source. On travaille avec l'université, le Pass Culture étudiant, la Maison de la Culture depuis
je sais pas, 15 ans peut-être, quelque chose comme ça. L'idée, c'est d'ouvrir au maximum les étudiants de quelques filières que ce soit aux faits culturels, à la chose culturelle, que ce soit à la Coursive ou dans d'autres structures dans la ville, c'est extrêmement important. Donc je pense que le partenariat avec l'université, il coule de source entre deux lieux de pensée aussi. N'oublions pas que l'université, c'est aussi le lieu de la pensée, où on acquiert des savoirs, on développe un esprit critique, on développe voilà, un sens de l'esthétique aussi dans le texte. Et ben, la Coursive, c'est un petit peu près la même chose, une scène nationale, on développe beaucoup son sens de l'esthétique. Qu'est-ce que c'est que cette aspiration à la démocratie réelle? Ça part d'un constat qui est assez largement partagé par les populations, qui consiste à dire que le type de démocratie dans lequel nous vivons n'est pas réellement une démocratie et que, en gros, au lieu d'être représentés, les gens se sentent plutôt dépossédés par les gens qui occupent le pouvoir actuellement. Donc toute la question est de savoir comment des citoyens peuvent se réapproprier ce qu'ils considèrent être leur bien. Et ce bien, c'est la démocratie, puisque parce qu'on vit dans des systèmes dans lesquels le vote permet à la population de choisir les représentants ou les gens qui vont les gouverner selon un certain programme qu'ils ont annoncé à l'avance. Bon. Cette espèce de fonctionnement est en crise et donc ce qu'on observe un peu partout dans des régimes démocratiques mais aussi dans des régimes autoritaires, c'est la volonté des populations de faire entendre leur voix de façon relativement autonome, c'est-à-dire à l'écart des partis, à l'écart des gouvernants, et de faire valoir que le monde tel qu'il est organisé ne leur convient pas, que leurs besoins ne sont pas satisfaits, que leur voix n'est pas entendue et que les choses qui leur tiendraient à cœur ne sont pas réalisées. Il semble que cette exigence qui est venue de la part des citoyens et des citoyennes d'avoir droit au chapitre, elle a un peu modifié les données, en tout cas dans les régimes démocratiques, et on s'aperçoit que les gouvernants acceptent relativement l'idée que leur manière de gouverner pour retrouver un peu de légitimité doit s'appuyer sur la participation des citoyens à la délibération, même parfois à la décision. On voit ça même en France, ça arrive. Donc voilà, ce qu'on essaye de faire avec Sandra Laugier, donc, avec qui j'ai écrit ces 3 derniers livres et avec qui on mène cette enquête sur les nouvelles formes de l'action politique et donc les nouveaux aménagements autour de la démocratie. Voilà, on suit ce mouvement avec un intérêt assez particulier aujourd'hui sur l'émergence de ce qu'on appelle des mouvements qui viennent s'opposer à des partis. Donc c'est la forme parti semble être devenue pour beaucoup assez obsolète. Ça veut dire qu'on ne peut plus imaginer une structure politique où il y aurait un chef qui dirigerait toute l'action avec des militants en bas qui seraient dévoués au chef et qui attendraient que le chef réussisse à faire ce qu'il veut faire. C'est une figure qui est un peu morte. Et par contre, à côté, on voit naître cette forme qui est une forme plus collective de délibération, de décision et même de direction qui s'appelle des mouvements. Est-ce que j'ai un imaginaire ce soir? C'est plutôt au service de mes petits camarades, mon imaginaire. Pas la possibilité de place, s'il vous plaît. Je suis la gentille collègue, la gentille petite camarade qui essaie de mettre en vedette cette pauvre junte masculine qui est un peu malmenée actuellement. Donc ces messieurs, nous le savons tous, sont des êtres faibles, qui ont besoin de prendre la parole, qui ont besoin de se libérer de leurs joues. Donc je vais aider à ce que leur imaginaire se déploie ce soir. Je suis partie du travail de mes camarades. C'est le point de départ. Quelles étaient leurs intentions dans leurs interventions? Et à partir du matériau qu'ils m'ont livré, j'ai moi-même un petit peu butiné, réfléchi. Quels sont les films qui pourraient entrer en résonance, à la fois amener tranquillement le spectateur vers leur communication et puis faire ensuite un écho à ce qu'ils venaient de dire en les ouvrant sur d'autres perspectives ou un petit pas de côté.
En fait, ce qu'on a essayé de faire pour cette nuit des idées, c'est en restant centré sur ce thème d'imaginer l'inimaginable, on a essayé de partir sur des présentations et des savoirs un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on attend d'enseignants-chercheurs, quelque chose de très sérieux, très austère. On a essayé de décaler le discours en présentant du film, de la bande dessinée, en étant animé, dynamique. Et pour ma part, en travaillant sur la bande dessinée, parce que la bande dessinée reste encore, notamment par rapport au film que d'autres collègues ont présenté, un médium que les historiens, que les sciences humaines et sociales en général, s'approprient encore trop peu. Alors que finalement, en tant que médium populaire, de masse, grand public, elle est essentielle pour comprendre les sociétés et les révolutions, et en l'occurrence pour comprendre comment la fin du monde avait été imaginée ou était restée inimaginable pour certains. En prenant des exemples comme Simon du Fleuve que j'ai présenté, qui me semble exemplaire de cet imaginaire d'une fin du monde systémique, industrielle, telle qu'elle est pensée dans les années 70, et qu'on peut mettre en relation avec ce que les historiens peuvent travailler en archives. Et ce qui est intéressant, c'était justement de voir ce dialogue entre un imaginaire a priori grand public comme que produit la bande dessinée et ce que peuvent produire les sciences humaines sociales comme savoir scientifique, en croisant ces thèmes-là autour de cette idée d'un imaginaire d'une fin du monde par l'industrie, une fin du monde, une fin des sociétés industrielles finalement, que l'on lit dans les archives au XIXe siècle et que l'on raconte en bande dessinée au XXe et au XXIe siècle. Ce que j'imagine pour 2018, c'est un peu de bienveillance entre les êtres humains. Partout, tout le temps.